murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir. Welcome To episode 52. to... Ouais, 52. Ok. Ah ouais, déjà, putain, pas mal. Je te Eh oui, 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 c'est oui, oui. vraiment bien. C'est bien, hein? Bienvenue donc à votre podcast, peut-être pas préféré, peut-être vous passiez par là. Si vous préférez... allez, soyons pas humbles. Soyons optimistes. Moi, je suis américaine, je sais. Ouais, j'avoue. Number one, bitches. Exactement. Donc, dans Les Meurtres et du vin, votre podcast qui parle de true crime et de vin. Oui. Et d'ailleurs, on a changé un peu les choses. Bon, vous aurez déjà vu la semaine dernière, mais là, vous allez le revoir. On a été dans notre caviste copine et préférée, qui est de très bons conseils, qui est aussi très, très drôle. Et vous pouvez la voir parce c'est une naturelle derrière la caméra. Et donc, là, ce soir, elle nous a recommandé, alors tenez-vous prêts, chers auditeurs. Oui. Un rouge. Roulement de tambour. Tching. Tu fais tellement bien. Simple, yeah. Incroyable. Nous allons boire du rouge. Nous allons boire du rojo. Charlotte va avoir du rouge, parce que moi, pas de souci. Alors, est-ce que petite musique d'ambiance, petite musique nostalgique peut-être dans vos têtes, imaginez. Je buvais du rouge, mais quand j'avais à peu près, ne me jugez pas s'il vous plaît, mais 6 ou 7 ans. Oh my God, en France, je te jure, c'est un autre monde, quoi. Voilà, parce que j'ai grandi du côté de ma grand-mère maternelle ils avaient un vin, quoi, un domaine. Et du coup, son mari qui avait le vignoble voulait m'éduquer. Je vois que t'as beaucoup appris. Hein. Beaucoup appris. Et du coup, il me faisait toujours, mais vraiment un demi-ongle de fond de verre pour m'éduquer le palais au rouge, parce qu'il me faisait principalement du rouge. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien le goût, mais en fait, le rouge, je n'arrive pas à apprécier. Tu vois, je me dis pas, en fin de journée, un bon verre de rouge. Ah oui, alors que moi, oui, dès que c'est l'hiver... Le rouge, c'est vraiment estival. Moi, le rosé, c'est l'été. J'en veux plus l'hiver. Voilà. Moi, le rosé, j'en veux plus l'hiver. Par contre, ça, c'est sûr. Mais le rouge, j'ai jamais trouvé ce plaisir. Bon, donc chez Pompette, à Pérol, à côté de Montpellier. Elle a beaucoup d'espoir sur cette bouteille. Oui. Que cette bouteille va me plaire. Alors, est-ce que tu veux la présenter? Elle sera présentée Elle sera présentée déjà en ligne. Donc moi, je ne suis pas très... Peut-être le nom, on va leur dire, et de la région. Alors, c'est Petit Sauvage, région... Cabernet Cortis. Alors, ça, c'est les types de raisins. Ah, ok. On va y arriver. Un cépage étonnant car résistant, blablabla. C'est naturel, pas de sulfite. Oui. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bon pour les maux de tête. Eh ben, écoute, je sais pas. Donne, parce que je me souviens pas de ce qu'elle nous a dit. Et toi, tu sais pas lire l'étiquette. Et moi, j'ai pas mes lunettes. Donc, c'est un vin de France, tout simplement. Ah, ok. J'ai toujours du mal avec ce truc. Oui, n'est-ce pas? Je te laisse faire le pop. Alors, le deuxième pop de 2025 sera-t-il aussi bon que le premier pop de 2025? On verra. Oh, ça, c'est un joli pop, mais ça m'a fait sur toi. Je sais pas pourquoi ça m'a fait tousser, mais j'en ai partout. Oui. Est-ce que le vin rouge tâche, les amis? Oui. Super. Alors, tu sais, pour enlever le vin rouge, et c'est pas une blague, c'est le vin blanc. Tu mets du vin rouge quelque part, tu ne touches à rien, pas le sel, pas toute autre connerie qu'on vous aura dit. Vous mettez du vin blanc par-dessus et pas direct. Non, c'est pas une blague, ça marche. C'est pas le truc de la gomme, je sais pas si c'était ça aux États-Unis. La gomme magique? Nous, on avait la gomme qui était rose d'un côté pour effacer le crayon et bleu de l'autre. Oui, le bleu n'a jamais marché. Mais non, ça t'a arraché le papier. Oui, on avait ça aussi, mais là, par exemple, moi, j'ai testé, parce que de multiples fois, j'ai fait tomber le vin rouge. Okay. Et donc, je le sais par, tips de... Bon, voilà. Écoutez, je te sers. Merci. Presque un chin, mais c'était pas ça. Non, c'est un chin. Oh, déjà, au nez, il est excellent. Voilà. Donc, moi, je me suis servi un tout petit... Cheers. Je me suis servi une toute petite dosette. Alors, par contre, je me souviens des cours de mon beau grand-père. Quand tu fais tourner... Il était beau ou juste... Voilà. Est-ce qu'il pleure? Est-ce que machin... Ça, c'est les larmes. Eh oui. Est-ce qu'il pleure? Non, mais moi, il me disait ça. Oui, oui. Est-ce qu'il pleure? Ça, c'est la ténacité, souvent en sucre résiduel, je crois, en gras. Alors, il sent bon. Il sent excellent. Il sent comme si c'était du vin de Noël, tu vois. Il sent sucré. Tu vas en bouche, il est extrêmement fruité.
extrêmement rond. À mon avis, je te mettrais dans un verre, sans la couleur. C'est super bon. Ben voilà. Alors, Pauline, là, trompette, apérole. Je suis choquée. Tu as eu le choquée. défi et Par tu as contre, réussi voilà. le défi. Est-ce que je me dirais le soir, en rentrant de chez moi, faudrait que j'en boive plus, peut-être? Bon, on va s'acheter une caisse. Ouais, bah écoute, problème, solution. Voilà. Donc on est au rouge. Ah, mon Dieu, j'ai changé. 2025. C'est magnifique. New Year, J'espère new que c'est mon me. influence, mais je pense que c'est à cause de Pauline chez Ça fait 20 ans qu'on se connaît, c'est la première fois que je bois du vin rouge. C'est clair, c'est clair. Bon, as-tu des sujets avant mon histoire? Alors, j'ai un sujet qui est pas très drôle, hein, je suis désolée. Je suis tombée sur cette histoire, en fait, sur Instagram, comme quoi il y avait un groupe qui avait été appréhendé en Allemagne par la police, donc allemande, sur Signal ou sur Telegram ou sur WhatsApp, je sais plus exactement. Et en fait, c'était un groupe privé où il y avait à peu près 300-400 hommes. Oui. Sur ils se donnaient des tips, des méthodes pour droguer et violer les femmes. Ouais, mais quand on parlait, comme on a souvent parlé récemment de notre chère dame qui se faisait violer par son mari et ses copains, mais lui, il a réussi à trouver une centaine d'hommes dans un périmètre très restreint. Là, ça me choque en rien. C'est ça. Et en fait, moi, tu vois, c'est une personne qui avait reposté en disant hashtag not all men. Et en fait, c'est ça qui me tue, c'est parce que quand t'as un discours, moi, que je me considère féministe parce que je souhaite l'équité et pas la supériorité je souhaite juste l'équité. Et en fait, je pense que on se rend pas assez compte de l'impact en fait que notre culture et notre éducation, on va dire en tant que femme, a sur. Enfin, surtout, on est vraiment considéré comme de la viande, et c'est pour ça. Tu le vois quand même là dans les mouvements politiques et les choses qui se passent en ligne. Dès que les femmes font quelque part en avance, ça suscite une telle rage colère chez les gens masculins qu'on finit avec des Trump, des Farage, des Boris Johnson, etc. Parce que ils ne veulent absolument pas lâcher cette supériorité. Enfin, et c'est très engrainé. Hein. C'est vraiment un truc qui est ultra égocentrique, comme tu dis. C'est vraiment une supériorité qui n'a pas lieu d'être. Et c'est fou parce qu'en fait, tu sais, c'est vrai que statistiquement, les femmes écoutent plus de podcasts true crime et sont plus intéressées par le true crime en général. Moi, je savais pas. C'est en général, tu auras plus de femmes à chaque fois qui vont écouter ou regarder ou ce que tu veux. Et ça devient presque une blague, tu vois, sur les réseaux et tout. Mais en fait, c'est parce que je pense depuis qu'on est petite, on nous dit quelque chose va nous arriver. On vit sous cette épée de Damoclès, cette espèce de Je pense que c'est même pas, on se dit que quelque chose va nous arriver. Si t'es une femme à l'âge adulte, quelque chose t'est arrivé. T'es arrivé. Déjà, t'en as pas une seule. Non, mais tu grandis avec ce truc. Oui, tu grandis avec, fais attention. Oui. Et en fait, c'est ça. Je pense que le true crime aussi, c'est cette manière peut-être comment dire? Désamorcer. De décharger, de désamorcer. Ouais. Je sais pas. Wow. Il faudrait, je pense qu'il y a dû y avoir des études de gens bien plus érudits et bien plus intelligents que moi. Que ton petit discours, hein. C'est une étude. C'est une étude apparemment. C'est une opinion, ma belle. Dis-moi si c'était trop long. Non, c'était bien, c'était top. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ben écoute, chouette. Alors moi, Super. j'ai un petit sujet qui te suit un peu. Non, mais c'est très intéressant. Oui, bon, oui, après, le sujet en lui-même. Pas choquant. Non. Alors moi, j'ai appris un truc, peut-être que tu le savais. Moi, j'ai lu un truc et je t'ai scotché. Alors, c'est un peu long, c'est un texte, mais je vais le lire parce que c'est vraiment incroyable. En fait, le sang menstruel, donc on parle sur les femmes, contient des cellules souches similaires à celles que l'on trouve dans la moelle osseuse et le sang du cordon ombilical. Oui, ça, je savais. Oui, mais dans le sang menstruel, ils ont les mêmes cellules souches. Ouais. Or là, on n'a pas besoin de quelque chose d'invasif ou de naissance de bébé, etc. Tu comprends? Oui, je comprends. Tous les mois. Et du coup, par conséquent, le sang usagé dont les femmes se débarrassent systématiquement chaque mois, pour la plupart, pourrait être utilisé à la place de la thérapie cellulaire. Incroyable. Et donc, il y a la recherche, il faut le lire, c'est passionnant. Ils sont en train de regarder encore plus, mais ça porte sur, par exemple, l'insuffisance hépatique, les lésions de la moelle épinière, les crises cardiaques ou même les AVC. Wow. Ça peut traiter toutes ces choses-là. Et en fait, par contre, la grande question demeure aujourd'hui si les femmes sont disposées à donner leur sang menstruel. Ouais.
Et en fait, ils ont constaté que déjà la procédure la plus courante pour la récupérer, c'est la coupe menstruelle. Sauf que malheureusement, même aujourd'hui, je suis assez choquée parce que moi, ça fait des années que j'utilise ça. Ah ouais, moi aussi. Seulement 4% des femmes dans le monde en utilisent une. Ah oui, mais même en France, moi, j'en parle avec mes amis parce que je trouve ça tellement pratique. Et Mais moi aussi, tellement c'est plus génial. hygiénique. Ouais. Mais tous les gens Plus sont hygiénique. dégoûtés de base. C'est ça. Et donc, donc ça, c'est la première problématique. Et ensuite, ils ont aussi des méthodes qu'ils peuvent utiliser dans les laboratoires qui peuvent convenir aux femmes. Après, il y a différents facteurs aussi qui sont aidants, par exemple l'âge des femmes qui ont une historique de naissance. Ils étudient pour voir si ça a influencé les cellules. Parce que souvent, par exemple, on sait que des femmes, par exemple, qui ont eu un enfant, deviennent plus fortes, par exemple, au marathon, Oui. l'endurance. Ouais. Donc, on sait qu'il y a quelque chose de physique, chimique qui se passe dans un corps. Donc, ça, ils sont en train de l'étudier. Et puis, ça serait quand même incroyable, quoi. Ah, mais on est des badass. Un jour, on va vivre pour toujours, parce que... Grâce à notre propre sang Voilà. menstruel, c'est incroyable. Thank you, Et period. quand tu réfléchis, le corps des femmes, It's pretty incredible. c'est incroyable. Ouais. Donc, pour tous les hommes qui ont skippé cette partie à partir du mot menstruel, Menstruel. on va pouvoir commencer l'histoire. Ah ben non, j'ai une... Ah, pardon. Parce que ça, c'était un peu sérieux, donc je voulais laisser l'histoire sur un truc de drôle. Vas-y. Donc, en fait, ma sœur et moi, on était en train d'échanger sur, je sais pas, des messages, parce qu'elle cherchait un haut qu'elle voulait absolument acheter, elle ne trouvait qu'en Angleterre, qui ne livrait pas, donc, en France. Et du coup, elle passait par tous les filtres de recherche et elle m'envoie une photo. Bon, alors, c'est peut-être pas drôle, mais moi, putain, je t'ai pissé derrière. Parce que, en fait, en Angleterre, ils ont donc des filtres que tu peux utiliser pour l'accessibilité pour les handicaps. Oh putain, je Donc, sens venir. Attends, non, il y en a qui ont du sens. Pour ceux qui ont des Qui tremble de la tremeur. ouais, des tremors, il y a ça qui va réduire les flashs et la couleur. Donc ça me semble... Ah, épilepsie. Épilepsie, voilà, merci. Pour les personnes qui sont malvoyantes, on va améliorer les visuels ou les rendre plus larges, etc. Ou les malentendants. Pour ceux qui ont un handicap tel cognitif, donc il va les aider avec la lecture et la focalisation. Okay. Il y en a qui ont des troubles de... Ils tremblent Non, de motor skills. Ah oui, de trucs moteurs. Voilà. On l'a. Compétences motricielles. OK. Peut-être. Et donc là, en fait, ils peuvent utiliser le site web avec le clavier. Okay. Voilà. Mais celle qui m'a fait rire, parce que c'est quand même des trucs pour handicap, c'est un profil friendly pour les TDAH. Alors, sachez, chers auditeurs, moi et Charlotte sommes TDAH. Complètement. Et du coup, apparemment, ils t'aident à te focaliser en envoyant, je sais pas, ils enlèvent des pubs ou ils enlèvent moins de trucs. Enfin bref, ça m'a fait rire, mais on est handicapés. Voilà. Ah merde. Ça te fait rire, non? Ah ben, c'est incroyable, mais par contre, c'est pas con d'enlever les pubs. Alors, je sais pas s'ils enlèvent les pubs, je sais mais pas parce ce que qu'ils ça doit font. être ça. C'est vrai que on se fait distraire de rien. Enfin, tu sais, le truc de la blague que tu vois sur Instagram où t'as une nana qui fait elle scroll Instagram, elle fait regarde, oh putain, oui, il fallait que j'appelle 911. Ah oui, mais Complètement. Enfin, tu vois, c'est complètement ça. Moi, Ouais. je me fais distraire, mais c'est fatigant. Et du coup, c'est peut-être ça. Ah, c'est intéressant. je sais pas. Je me considère pas handicapée quand même parce qu'il y a des Moi gens non qui sont plus. plus handicapés que Bon, après, nous, on l'a su sur le tard, donc on a vécu avec. Tout va bien. Voilà, enfin, tout va bien. On va Enfin, peut-être pas non. aussi loin, mais non. ça va, quoi. Mais c'est ça. Après, je pense On que se gère. voilà, on peut pas tout mettre sous le drapeau du handicap. Je pense qu'il y a des gens. Enfin, faut. Je pense que les autres 4 étaient beaucoup plus légitimes, Ouais, à mon voilà, sens, c'est ça. que nous. Ah, mais ça c'est génial, putain. Voilà, mais ça m'a Très, fait très bon. bien rire. Voilà. Ça m'a fait tousser. je sais pas, je tousse aujourd'hui au lieu de rire. C'est pas. Bon, es-tu prête? I am ready. It's my time. Alors, je suis désolée, chers auditeurs, pour cet épisode 52. C'est pas réellement un meurtre. C'est une histoire où il y a quelqu'un qui meurt, ou des personnes qui meurent, je ne Ok. spoil pas. Mais ce n'est pas un meurtre, d'accord? Mais Ok. vous le savez tous, je fais des pauses pour des histoires intéressantes. Il y a pas de problème. Alors, c'est parti d'un article que j'avais lu, mais j'avais vu un documentaire sur cette personne il y a hyper longtemps. Et il s'appelle Le bandit d'Hollywood. Ok. Et c'est l'histoire de Scott Scurlock. Ok. OK? T'es prête? Tu connais Je pas? suis là, je suis. Bon, OK. Donc, oui, je crois que c'est sur Netflix et ça s'appelle How to Rob a Bank.
C'était il y a longtemps. Hein. Donc, Scott est né le 5 mars 1955 dans le comté de Fairfax, en Virginie. Son père était pasteur, baptiste, Ouais. et sa mère était institutrice, et il avait 3 sœurs. Contrairement à ce qu'on pense en général, genre pasteur super strict, en fait, c'était vraiment le contraire. C'est-à-dire, ses parents étaient hyper permissifs et Scott faisait ce qu'il voulait. Il était super charmant, charismatique et manipulateur. Ça va souvent ensemble, les trois. Oui, bizarrement. Voilà. Et en grandissant, il était aussi beau gosse. Il ressemblait un peu à Mel Gibson à la bonne époque, qui était bref. Oui, hein. merci, merci de préciser. Pas maintenant, oui. OK. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Et donc, il utilisait son charme pour manipuler qui que ce soit pour arriver à ses fins. Donc, déjà, dans l'enfance. Donc, en 1974, il a 19 ans. Il décide de déménager à Hawaï parce que son ami Kevin Myers va à l'université là-bas. Okay. Donc, ils décident tous les deux en même temps de travailler dans une ferme de tomates sur l'île de Oahu. Okay. Donc, ils font ça pendant un certain temps, peut-être genre 1 an et demi. Et puis, un jour, ils font une randonnée et ils traversent un terrain du voisin et là, ils tombent sur un tas de plantes de weed, de marijuana en pot. Et ils voient ça comme une signe il est temps de mettre en œuvre le plan. Je sais pas ce que c'est comme plan, le plan A. Ils vont, ça consiste à voler toutes ces plantes, vendre le weed et en tirer profit. Trop facile. Voilà. Donc, ce plan débouche sur le deuxième plan, qui consiste à cultiver secrètement des plantes eux-mêmes dans la ferme de tomates où ils travaillent. Sauf que, bien sûr, l'agriculture va les découvrir et il va se débarrasser de Kevin et de Scott. Okay. Scott donc décide que c'est le moment de retourner sur le continent. Donc en 78, il retourne à Olympia dans l'État de Washington. Il s'inscrit à l'université pour devenir médecin. Et il est bon parce que clairement il est intelligent. Okay. Il manque pas d'intelligence. Il est très bon en particulier en cours de chimie. Donc, son ancienne vie, un peu de trafiquant de drogue avec l'argent facile, l'attire encore, forcément. Donc, il va utiliser ses compétences en chimie d'une manière visionnaire, un peu à la Breaking Bad. J'adore. Et il va fabriquer de la méthamphétamine dans le laboratoire de l'école. Génial. Ouais, voilà. Scott, c'est un droit de la loi. Ah ouais. Donc là, il commence à gagner vraiment beaucoup d'argent à ça, parce que forcément, tout le monde peut s'acheter, puis c'est hyper addictif, donc c'est un bon plan quand t'es un dealer. Il gagne tellement d'argent qu'il arrive à s'acheter un terrain de 20 acres. C'est énorme. C'est beaucoup, oui. Je crois qu'un acre, c'est genre 3 hectares, donc un truc comme 60 hectares, tu vois le truc. Et c'est vraiment isolé. Et là, quand il l'achète, il y a une petite maison dessus. Okay. Alors, Scott, il est fabricant, distributeur et revendeur donc de méthamphétamine, donc il prospère. Tout bénef. Et il vit comme un roi, parce que, comme je disais, l'addiction et tout le monde veut être son ami, quoi. Voilà. Donc, Scott a gagné tellement d'argent donc il va fabriquer, il utilise la petite maison de la propriété pour faire cuire la méthamphétamine. Puis il décide de se construire une cabane. Alors, de 1500 pieds, je sais pas ce que c'est en français, encore une fois, on le dira, c'est énorme. On mettra les photos, de toute façon, sur l'Insta. Donc, c'est une cabane, genre, dans les arbres, sur 3 étages, et c'est là qu'il va y vivre. Donc, la cabane s'étend sur 7 cèdres, tu vois, des énormes arbres différents. Elle dispose de l'eau courante, de l'électricité, d'une baignoire extérieure. Elle est équipée d'une tyrolienne qui part de la maison et traverse les bois en cas d'urgence, s'il doit s'échapper rapidement. Et il y a aussi une grande cheminée pour y rester l'hiver. Et il dit, Scott, il est drôle parce qu'il dit auprès de ses amis qu'il a construit la cabane tout seul en 2 semaines. Ah bah oui, bien sûr. Alors, en réalité, il lui a fallu 2 mois et plusieurs personnes pour l'aider, mais comme il est aussi sous méthamphétamine, je pense que lui, il a l'impression que c'était 2 semaines. Et puis tout le monde est sous meth, donc tout le monde est là. Wow. Oui, le temps il passe plus vite. Hein. C'est pas la peur. La peur, ça nous a pris 2 ans. Elle est jamais terminée, en même. C'est la différence, hein, il faut choisir. Donc, il engage différentes personnes pour l'aider. Et ces 3 ou 4 super drogués réussissent quand même à faire une cabane géante en 2 mois, ce qui est complètement fou. Ouais. Et elle est magnifique, hein, vraiment, c'est hyper cool, quoi. Et donc, ils mènent cette vie de cabane dans les arbres et se débrouillent comme un chef avec l'argent de la drogue. Donc, il est super libre et super ouvert, il se promène tout le temps tout nu, il voyage tout le temps, il a plein de petites amies, les femmes l'aiment beaucoup.
Et il est très connu pour être dépensier, grand dépensier. Okay. Donc, ce qui est plutôt gentil de sa part, parce qu'il n'est pas égoïste. Mais, par exemple, il est connu dans le village local pour laisser des pourboires aux serveuses de genre $1,000. On est dans les années 70, quoi. Tu vois, c'est... Et donc, forcément, à ce moment-là, il avait abandonné l'école de médecine. Forcément. Donc, en 1989, donc ça a duré un certain temps quand même, le principal distributeur de méthamphétamine de Scott est assassiné pendant son travail. Donc, meurtre. C'est lui? Je tiens. Non, je continue. Ah, ok. Pas de spoiler. Okay. Non, mais dans le sens où c'est le seul meurtre? Non, c'est le pas verre forcément. Ok, d'accord. Non, tu vas voir. Genre, on passe un peu de temps dessus, quoi. Enfin, Scott est un peu quand même effrayé. Et donc, du coup, il arrête complètement de préparer et de vendre la meth parce que il sait que il a eu un peu de chance là et que voilà, ça s'annonce pas bien. Donc, il va passer quand même quelques années à vivre des revenus de la drogue qui lui reste. Et une fois qu'il n'en a plus, il commence à déterrer toute plein de drogues qu'il aurait enfermées et enterrées dans des seaux en plastique autour de sa propriété pour les revendre. Mais bon, forcément, monsieur dépensier, etc., l'argent commence à manquer. Et là, il se rend compte qu'il doit trouver plus d'argent et d'une manière ou d'une autre. Et donc là, c'est le énième plan. Je sais plus où on est. Plan C, D, je sais pas. V. Donc, il s'éloigne de la vie très peu éthique de baron de la drogue pour se consacrer à ce qu'il a découvert comme étant sa véritable passion, le braquage des banques. Écoute, on ne juge pas. C'est ça. Non, mais écoute, voilà. Hein, c'est ce que chacun sa voix. C'est ça. Alors, il appelle un vieil ami de l'université, Mark Biggins. Mark avait déjà travaillé sur la cabane et puis Mark a souvent des problèmes financiers. Donc, Scott en profite pour le convaincre de l'accompagner dans le braquage d'une banque. Donc, le 25 juin 1992, juste avant midi, les deux vont rentrer dans la première banque, Banque de la Mer, ça s'appelait, à Olympia, Washington. Scott, il porte un faux nez et du maquillage de théâtre, d'accord? Et Mark, il porte un masque de Ronald Reagan. Ah, Point Break. À fond. Ah ouais. Sauf que pas du tout, et c'était bien avant quand même, ou je sais plus si c'était en même temps. Peut-être que Point Break c'est inspiré de... Parce que Point Break c'est dans les années 90. Ouais, c'est ça. Donc ils sont peut-être inspirés de ça. Même avant, je sais plus. Je sais plus. Donc, ils arrivent à rentrer dans cette banque et ils volent presque $20,000 en liquide. Ils sortent et ils réussissent à voler la voiture d'un des clients de la banque afin qu'on puisse pas remonter une voiture à eux. Mais Mark, qui est le conducteur, en fait, il n'en peut plus, il est hyper stressé et il inonde le moteur. Donc, ils n'arrivent pas à démarrer. Donc, ces deux mecs, ils doivent donc sortir et s'enfuir à pied. Ils sont poursuivis par des chiens sur le chemin du retour. Ils doivent traverser un terrain de golf très fréquenté. Un tas de gens vont les voir courir à travers le terrain de golf. Mais ils parviennent quand même à s'enfuir. Oh merde, ouais. C'est bénil, quoi. Ouais. Ah non, mais... Avec Ronald Reagan. Avec les sacs, tu sais, sur le dos, comme les cartoons, là, le sac de fringues, et tu les vois partir de droite à gauche à droite. Ah, j'aurais tellement aimé être là. C'est ça. Bon. Excellent. Bon, ils arrivent quand même à échapper à la police. Ils arrivent à échapper à la police. Par contre, Mark, complètement effrayé, lui dit, je ne ferai plus jamais ça. Une fois, pas deux. Mais Scott a tout l'inverse. En fait, là, il a une espèce de poussée d'adrénaline. It's my calling. Et il se dit, voilà, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma vie, quoi. Et il veut vraiment recommencer. Donc, il va demander à son autre pote, Kevin, avec qui il cultivait les tomates, de faire équipe avec lui et servir de vigie. Ouais. Et donc, Kevin dit qu'il n'en est pas question. Il dit que Scott, c'est un idiot. Mais Scott réussit à le convaincre, tellement il est le manipulateur, pour aider pour blanchir l'argent volé dans les casinos de Las Vegas. Donc, Kevin va avoir ce rôle-là, tu vois, va jouer avec, etc. Okay. Donc, il avait réussi son premier braquage de banque. Et c'était à l'époque du boom technologique à Seattle. Et dans toute la région, d'ailleurs. Et à l'époque, la plupart des banques regorgeaient du coup d'argent liquide. Ben oui, parce que ça se fait plus maintenant. Ben non, c'est notre époque. À cause de Billy the Kid et tous ses descendants. Oui, enfin, on est bien après Billy the Kid, là. Hein. C'est un descendant. Donc, Scott prend la décision d'investir dans un tas de masques, de costumes et de maquillage de théâtre, mais vraiment de qualité cinématographique. Ouais. Donc, pour vraiment faire genre. Donc, il va même mettre en place un système qui lui permet de tout acheter, de commander et de l'expédier à un autre ami qui ne savait pas du tout ce que faisait Scott. Donc, du coup, même pas traçable à ce niveau-là, ce qui est quand même super intelligent. Donc,
Il était souvent déguisé en personne âgée, mais se déplaçait comme un jeune homme. Et si bien que plus tard, quand l'histoire suit, les gens, ils ont su qu'il s'agissait du bandit d'Hollywood quand ils voyaient cette vieille homme arriver comme un jeune gabarit, tu vois. Ce qui me fait penser à, pour ceux de notre génération, Jackass. Ah oui, quand ils ont fait. Mais eux, ils se bougeaient comme des vieux, et puis ensuite, bam, ils se mettaient sur le skate. Ils faisaient du skate. Oui, c'est ça. Incroyable. Excusez-moi. Tu l'aimes bien, ce vin? On en va en parler après. Ok. Alors, donc, du coup, au début, c'était super efficace, par contre. Ouais. Donc, personne ne paniquait quand tu vois arriver un vieil homme, à l'opposé de quand quelqu'un porte un cagoule. Oui, D'accord. Il avait une arme sur lui, mais il l'agitait pas dans la tête, tout le monde à terre. Enfin, tu vois, ça, c'était totalement différent de Point Break. Il était juste comme une personne, et super discret et super efficace, et il rentre, donnez-moi l'argent. Ok. Point. En 92, il se déguise, il se munit d'une arme de poing et réussit à braquer 5 autres banques par lui-même. En combien de temps? Le 14 août 92, il va encore braquer la première banque, c'est First Bank. Génial. Voilà. Il va tirer presque $9,000. Le 3 septembre, donc 2 semaines plus tard, il va braquer US Bank avec pour près de $10,000. Le 11 septembre, donc une semaine plus tard, il va cambrioler l'University Savings and Loan, où il va avoir $6,000. Le 5 octobre, The Great Western pour $27,500. Ah, mieux. Et le 9 novembre, donc entre août et novembre, il va cambrioler de nouveau The Sea First Bank. C'était son préféré, tu vas voir. Pour, attends, 252 000 euros. Là, le mec... Attends, la Seafords Band, ça fait 2 fois qu'elle se fait cambrioler, mais ils mettent encore plus de cash, quoi. Ouais, c'est un truc... Ouais, je pense qu'il peut pas faire autrement non plus. Enfin, je sais pas... Je sais pas, je suis pas bancaire, mais c'est assez incroyable. J'aime bien qu'il ait une préférée, quand même. Je trouve ça mignon. Ouais. Je sais pas. C'est Mimi, ouais. En fait, c'est pas pour l'arrêter là, parce que c'est pas à cause de l'amphétamine qui fait tout ça. Parce que, en fait, quelqu'un l'avait dit, donc moi, c'est pas mon idée là, je recopie leurs mots. En fait, il était sous la drogue la plus mortelle, l'ego. Et à chaque fois, il s'en sort et ça marche, donc l'ego devient de plus en plus gros. Enfin, comme beaucoup de criminels, je suppose. Oui. Donc, la police n'a aucune idée de l'identité de Scott. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'attraper. C'est la police qui va le surnommer Hollywood en raison de la qualité de ses déguisements, mais c'est les médias qui vont s'emparer et vont commencer à l'appeler le bandit d'Hollywood. Okay. C'est là où il aura ce surnom. J'aime bien. Quel que soit le nom qu'on lui donne, les déguisements fonctionnent parce qu'il n'a pratiquement pas de preuves et que les autorités n'ont juste aucune idée. Et donc, Scott décide de se faire un peu discret pendant un certain temps. Il prend ses gains, ses revenus, son argent et après, environ 1 an, il veut reprendre sa vie. Donc, il prend une petite pause de à peu près 1 an. Là, il a l'autre copain Steve Myers. En fait, tous ses copains vont m'aider. Donc, lui, il devient guetteur. Donc, le 24 novembre 93, donc l'année suivante, à la veille de Thanksgiving, il surveille à nouveau The First Sea Bank. Ouais, it's enormous. C'est incroyable. Steve s'installe à l'extérieur et il écoute le scanner de la police pendant que Scott entre dans la pièce tenant l'arme et avec le maquillage sur le visage, comme d'habitude. Et c'est là que Steve va entendre l'appel au 911. Concernant le vol. Et donc, il court à l'intérieur, il cherche Scott et il s'enfuit. Okay. Ils attendent un petit mois avant de cambrioler 5 autres banques. Putain. Cette histoire est incroyable. C'est fou. Je ne vous donnerai pas les adresses. Enfin, j'ai dit ça parce qu'en fait, je les ai pas données parce que c'était trop long. En gros, le 21 janvier, US Bank, près de $16,000. Le 17 février, Sea First Bank, cette fois $114,000. Sea First Bank, ils se sont fait bolosser 8 fois, quoi. Incroyable. Défoncé. Le 24 juin, c'est First Interstate Bank à Portland, dans l'Oregon. Donc, ils ont changé un peu. Et là, ils obtiennent rien du tout parce qu'en fait, Scott, il a un mauvais sentiment, donc il interrompt la mission, tu vois. Donc, comme quoi, le feeling, quoi. Le 13 juillet, First Interstate Bank, ils vont avoir plus de $100,000 et le 20 décembre, une American Bank pour $22,000. Mais il veut pas s'arrêter, il a pas assez, là? Non, il peut pas. Donc, en fait, en gros, c'est une nouvelle année de braquage réussi. Il profite de toutes ses victoires. Et Mark Biggins, du coup, qui voit tout ça de loin, qui a fait le tout premier, qui n'agit plus jamais, décide de rejoindre l'équipe parce que ça a l'air de... Exactly. Voilà. Donc maintenant, c'est un trio, quoi. Donc, Mark, il fait le guetteur à l'intérieur de la banque. Steve surveille l'extérieur et Scott s'occupe de tout le reste. Et puis, il planifie, il orchestre tout. Enfin, en gros, c'est ses employés, quoi. Ouais.
Ils vont braquer 2 autres banques en 95, mais sur l'une d'entre elles, une matrice explose. Alors, je crois que c'est les trucs d'encre, tu sais, qu'ils mettent dans les liasses. cachés dans les, voilà, c'est ça. Et donc là, ils doivent renoncer à l'argent, ils doivent tout jeter, ce qui ne s'empêche pas de s'enfuir et sans se faire prendre. Le 18 janvier, ils obtiennent près de $12,000 à une autre banque. Le 27 janvier, à notre banque, encore une fois, $252,000. Voilà. Putain. Donc, Steve, qui sera interviewé plus tard, déclare que l'idée de Scott était de dire que si on se lance dans la violence et que l'on brandit une arme et qu'il se passe quelque chose, que fait-on ensuite? La plupart des gens qui travaillent dans les banques se rendent compte que ce type n'a pas peur, qu'il est plus effrayant et plus imposant sans qu'il soit nécessaire d'être fou. Et donc, il va entrer avec ce maquillage bizarre sur le visage simplement en disant « Donnez-moi l'argent ». Et à chaque fois, tout le monde lui a répondu « D'accord ». Okay. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de facilité quand même. Ouais, j'avoue. Donc, là, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, les policiers de la région vont faire appel au FBI. Alors, le FBI, eux, ils pensent toujours qu'il s'agit d'un seul voleur. Ils savent pas qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe et bien sûr, ils n'ont aucune preuve dans les éventuelles vidéos de sécurité parce que ils sont méconnaissables. Donc, l'association des banquiers de l'État de Washington et l'association Crime Stoppers vont s'associer et réunissent $50,000 de récompense pour la capture de ce braqueur, parce qu'ils pensent que c'est qu'une personne. Personne ne se manifeste. Alors, pour des méthamphétamines, ils ont la bouche cousue, hein, pour des drogués. Ouais, j'avoue. Pas mal. Donc, personne ne se manifeste, personne n'a d'informations utiles. Et donc, à la fin de l'année 95, le FBI compte suffisamment d'incidents pour commencer à préparer des schémas dans le comportement des braqueurs de banque. Et là, il remarque que le timing est basé sur la quantité d'argent récoltée dans les braquages précédents. Alors, vas-y, refais. En fait, la quantité d'argent, un coup, s'ils ont $252,000 et un coup, s'ils ont 12, le temps des braquages sera plus long ou plus court. D'accord. S'ils ont que $12,000, ils vont braquer notre banque assez rapidement. Oh, okay. S'ils ont 252,000, ils vont attendre un peu. Okay. Voilà. Donc, ils arrivent à calculer, si on vole un montant X, il reviendra parce qu'il a besoin de $20,000 par mois pour vivre. Enfin, bref. Oui. Donc, ils commencent à pouvoir prédire quand ils vont attaquer à d'autres banques et en se basant avec cette logique, ils deviennent le lieu du prochain braquage. Seaforth Bank. Alors, le 25 janvier 96, à Seaforth Bank. C'est pas possible. Non, la police surveille Seaforth. Génial. Et il s'avère qu'ils avaient raison, c'était bien le 25 janvier, mais c'était pas la bonne banque. Oh, dommage. Mais déjà, pour avoir réussi à trouver la date. Incroyable. Voilà, c'est ça. Donc, la banque qui débalise est une autre située à 3 kilomètres de Seaforth Bank. Incroyable. Et avant que le FBI réussisse à se rendre sur place, les hommes s'enfuient avec près de $142,000. Donc, on part en tournant. Donc, ça leur permet de tenir jusqu'au mois de mai de la même année. Donc, je crois qu'on est en 16, pardon. Donc là, ils s'attaquent à une succursale de notre banque et ils vont récupérer au mois de mai $115,000. À cette époque, Scott, il va aussi apprendre qu'il existe une récompense de $50,000 pour toute information le concernant. Ouais. Et donc, avec cette idée en tête, il se dit que c'est peut-être la fin pour lui. Il décide que, encore une fois, il va braquer 5 banques en une journée. OK. En une journée? Ouais, comme il a fait 2 autres fois déjà. Ah, c'était en une journée? Non, c'était pas en une journée, c'était en mois. Tu as raison. Et là, il veut en une journée? Voilà, là, il veut faire les 5 en une journée. Wow. Donc, il apprend que la police a demandé à toutes les banques de la région de Seattle de passer des traceurs électroniques sur l'argent, ce qui semble logique. Normal. Le mercredi 25 novembre 96, Scott et Mark, vêtus de leur déguisement, entrent dans une banque toute neuve et qu'ils n'ont jamais attaquée auparavant. Ouais. Steve fait le guet à l'intérieur. Ce que les garçons ne savent pas en entrant, c'est que le caissier qui travaille ce jour-là savait tout de suite qui ils étaient. Il a reconnu de suite. Et dès qu'ils sont entrés, il a déclenché l'alarme silencieuse. Donc, la police était dans les quartiers. Ils ne s'attendent pas à ce que ça soit 7 banques, mais ils se précipitent et les braqueurs, ils réussissent leur coup en moins de 4 minutes et s'enfuient. Mais un client de la banque va les suivre à l'extérieur et voit la voiture dans laquelle ils sont partis, une Dodge Caravan bleue. Il appelle immédiatement les flics, leur donne la description du véhicule et la direction dans laquelle il est parti. Mais le problème, c'est qu'il fait nuit, il fait sombre, il pleut et en plus, il y a des embouteillages parce que c'est les heures de pointe, en fait. Oh. Voilà. Et c'est rigolo, ça, parce que tu penses pas au fait que les braqueurs, là, merde, les heures de pointe. Putain, avance. Tu peux rien y faire. Donc, en fait,
Ils sont dans leur van, ils sont dans les embouteillages, et derrière, t'as Scott qui conduit, et Mark et Steve qui sont derrière, et ils utilisent des lampes de poche pour examiner l'argent, pour voir s'ils contiennent des traceurs électroniques. Mais derrière eux, un policier les voit avec les lampes torches, et donc du coup, il commence tout de suite à les suivre. Et du coup, on confirme que c'est bien eux, et un autre paire de flics arrive, enfin, je sais pas exactement combien, mais il commence à leur tirer dessus. Ok. Donc, Steven et Mark reçoivent chacun une balle dans le bras et sont immobilisés. Wow. Scott va réussir à s'arrêter dans une roue secondaire pour essayer de tirer un coup de fusil lui-même, mais l'arme s'enraye. Il doit donc repartir en voiture. Il tire, mais les flics le poursuivent. Enfin bref, il tire sur Mark, toujours blessé au bras, qui essaie de riposter. Enfin, finalement, Scott quitte la route et s'écrase sur le côté d'une maison avec la voiture. Donc là, la police va envahir la camionnette. À l'intérieur, ils vont trouver Mark et Steve en train de se vider de leur sang. Hein. Scott, par contre, s'est enfui. Il est à pied, il est introuvable. La police va délimiter un sort de raison de s'y pâter des maisons, tu vois. Ils vont dire, il est forcément là. Et ils sont à la recherche du bandit d'Hollywood. Donc, les recherches se poursuivent le jour de Thanksgiving, parce que tout ça, c'est un peu le soir d'avant. Et parce que c'est une femme voit le journal, et parce qu'elle vivait dans le périmètre décrit, elle s'appelle Wilma Walker, elle va dire à son fils Ronald d'aller vérifier le camping-car familial qu'ils ont dans l'arrière-cour pour qu'elle ait l'esprit tranquille. Donc Ronald va vérifier et il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Oh. Il appelle les flics, ils arrivent de suite sur les lieux, ils frappent à la porte du camping-car. Toc, toc, ça me fait rire. Ils s'annoncent, mais personne ne réagit. Donc Ils vont lancer une bombe lacrymogène à l'intérieur, rien ne se passe. À ce stade, ils se disent, il y a personne en fait, tu vois, c'est une blague, les gens ont pris peur. Donc, ils se disent qu'il se passe rien. Et la famille Walker a dû insister, leur dire non, nous avons besoin que vous vous assuriez en regardant à l'intérieur, vous ouvrez la porte. Donc, le sergent Howard Manta, il utilise sa lampe de poche pour regarder à l'intérieur du camping-car. Et au moment où il le fait, il entend un coup de feu. Ok. Donc, il pense au début qu'on lui a tiré dessus. Donc, lorsqu'il se rend compte qu'il n'a rien, il y a 2 autres officiers présents sur les lieux qui ouvrent le feu sur le camping-car. Même avec tout ça, ça me fait penser au truc de school shooting au Texas, là, où les flics ont pris 40 000 heures. Ils appellent les renforts. Ils attendent pendant 4 heures pour voir si quelqu'un va sortir. Comme il y a zéro mouvement, ils vont remplir le camping-car encore de gaz lacrymogène pour être sûr. Oh. Ils vont finalement rentrer dans le camping-car avec des masques à gaz et à l'intérieur, ils découvrent le corps de bandit d'Hollywood, Scott, identifié bientôt comme Scott Scurlock, 41 ans, avec une balle dans la tête qui s'est lui-même infligée. Voilà, donc il y a un meurtre et un suicide. Donc, au total, Scott a commis 18 braquages. Avec son équipe, ils ont eu environ 2,3 millions de dollars, ce qui fait de lui l'un des braqueurs de banque le plus prolifique de l'histoire des États-Unis, probablement du monde, je sais pas. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et après avoir reçu un traitement médical pour leurs blessures par balle, Mark Biggins et Steve Mouse sont condamnés à 21 ans de prison chacun. Steve sera libéré prématuré en 2013 et Mark est libéré en 2015 après avoir purgé la totalité de sa peine. Et voici l'histoire de Scott Scurlock, le bandit d'Hollywood. Tu sais, presque t'as envie qu'il gagne. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est c'est un personnage, quoi. Mais bon. Et puis c'est tout ça, c'est ce truc du Robin des, enfin, la Robin des Bois, non, parce qu'il le donne qu'à lui-même, mais tu sais. Et aux serveuses. Et aux serveuses. Un vrai Robin des Bois moderne. Je pense que les filles avec qui sortaient, c'est plutôt généreux, j'imagine. Ouais, j'espère. Mais tu vois, c'est contre les banques, c'est des banques, tu vois, donc ils s'en sortent toujours. Donc tu dis, bof, il a su se faire plaisir. Mais il tue personne, il blesse personne, tout va bien. Ouais. Il a trouvé sa passion. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Bah non, je trouve ça important dans la vie. Moi aussi, je trouve ça important. J'ai adoré cette histoire. Voilà. Donc, j'avais besoin des fois, j'aime bien une histoire plus... C'est super léger. C'est presque, on peut aller se coucher, là. C'est la petite histoire du bedtime, quoi. C'est peut-être pas à ce point-là, mais bon, elle est plutôt drôle quand t'es quand même, voilà. Pas mal, c'est pas mal. Et voilà. Alors, tu dis très bon. Vin. Alors moi, toi, forcément, je n'ai pas de point de comparaison. Ah. Ben non, parce que je bois plus de rouge. Enfin, je bois pas de rouge. Donc, alors, pour moi, il est un peu simpliste. C'est pas forcément ce que je me tournerais le plus souvent, mais moi, j'aime les vins beaucoup plus corchés. Je pense qu'elle a fait exprès pour moi. Oui, mais pour toi. Donc, pour le fait d'avoir fait
Charlotte, boire du rouge à Charlotte, Et c'est bien un 5 sur 5. Ah ouais, bien apprécié en plus. Voilà. Et si donc vous avez des personnes dans votre entourage qui n'est pas friand du vin rouge, Ouais. ça fait une bonne recommandation. Honnêtement, pour moi, c'est la première fois que je rebois du vin rouge depuis des années et il est appréciable. Franchement, petit sauvage, vin de France, il est vraiment appréciable. Ouais, super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais ouais, non, j'ai bien aimé. J'ai failli me resservir Ah, et je trouve que du coup, je bois plus doucement. ah oui, mais tu bois plus doucement avec le rouge. Hein. C'est pas quelque chose ok. que tu... Ah non, que tu Ouais. chugs. Et du coup, ça c'est assez agréable aussi. Oui. C'est vrai. C'est vrai que par exemple, on fait tout le temps du blanc. Moi aussi, j'ai pas fini mon verre. Ouais. Et toi non plus. Alors que Donc, oui, normalement, le on aurait rouge, déjà- j'y vais doucement. Alors que en blanc, on serait déjà à la moitié. Facile. Clairement. Bien évidemment. Bien Donc évidemment. j'ai bien aimé, Mais honnêtement. tant mieux. Donc rien que pour Merci, ça, ouais, un petit- Pompette. Ouais, merci Pompette de Pérol et peut-être un petit 5 aussi pour moi du coup. Ok. Ce sera ma seule note pour le vin rouge. Voilà. Ah non, parce que du parce coup, qu'on va continuer à tu vas découvrir. du continuer. coup. Ben oui, vu que toi tu vas Je vais réserver des surprises en vin rouge pour cet hiver pour Charlotte. Écoutez, on va y arriver. On va y arriver. Bon, mais sur ce, Bah bonne semaine à tous. ouais, bonne semaine, Bonne soirée, bon lundi, bonne bon matinée, courage. bon mardi, bon mercredi, bon jeudi. C'est vrai, ça peut être n'importe quand. Et ciao. Ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.